tout cas, le théâtre tel que je l'imagine et tel que j'ai envie de le servir, c'est un théâtre qui a une fonction politique et donc qui est là pour essayer de participer à sa petite mesure à changer les choses. Je sais que si tu reprends un peu l'histoire du théâtre, le théâtre antique avait une fonction cathartique pour Aristote, c'est-à-dire que sur la scène, il y avait des acteurs qui allaient vivre des passions violentes et finalement le spectateur dans la salle, grâce à la magie du théâtre, allait les ressentir et n'aurait pas à les vivre lui-même. Et donc finalement, ça allait pratiquement permettre de préserver la société de ces passions violentes qui risquaient de la mettre à feu et à sang. Et donc le théâtre avait vraiment une fonction finalement, chez les anciens, peut-être pas tant de transformer l'individu que de le calmer et le laisser dans une constance plutôt que de Ensuite, j'ai l'image d'un théâtre plus brechtien, c'est là où vraiment il s'agit d'éveiller la conscience du spectateur et il s'agit de rendre le spectateur actif et non pas passif, mais pas tant par une catharsis que par réveiller ses neurones. Et donc chez Brecht, c'est plutôt la distanciation de montrer qu'on est vraiment dans une convention, c'est pas la réalité qu'on est en train de vous montrer. L'acteur ne colle pas à son rôle, il est en train d'essayer de vous faire passer un message et il va falloir que votre comprenette se mette en action pour... Et moi, c'est plutôt vers ça que je tends. En fait, si je reviens à notre spectacle, puisqu'on l'a créé ensemble avec Frédéric Aït-Toiti, c'est un moyen d'amener le spectateur à se transformer en montrant ma propre transformation. Donc en fait, je le prends un petit peu par la main et je lui raconte un parcours que j'ai fait, qui est un parcours dans le masculin, qui m'a amené à transformer ma vision de ma masculinité et du masculin en général. Quelle est la spécificité du théâtre ? Déjà, c'est le fait que sur la scène, on va raconter une histoire. Je pense que, enfin moi en tout cas, j'ai envie, c'est important pour moi que le théâtre ait une dimension épique, comme ça, de porter une histoire. Donc c'est quelque chose de vieux comme l'humanité, il était une fois. Je pense que les néolithiques déjà ont commencé à se raconter la chasse ou l'attaque du monstre, l'attaque de la bête. Donc c'est arriver à amener dans l'ici et maintenant le spectateur sur une histoire qui m'est arrivée à moi et qui aurait pu leur arriver, à elle, à eux, et finalement s'identifier en fait par le comédien. Et aussi la grande importance dans le théâtre, au contraire peut-être d'un discours politique ou d'un discours autre, militant, c'est qu'on n'est pas que dans la parole, il y a le corps qui est vraiment présent, et le fait de l'incarnation me paraît essentiel. Donc cette histoire, on va vous la raconter ici, là, maintenant, dans le corps, organiquement. Et donc ça vient percuter pas simplement l'intellect, ça vient percuter l'imaginaire, ça fait une possibilité d'identification aussi beaucoup plus forte, et d'humanité, de lien entre le public, l'acteur. Alors c'est vrai que le thème est très présent en ce moment. Alors je veux déjà souligner que nous on a commencé à travailler donc avec Frédéric Aït-Toiti, sur le spectacle. On a travaillé pendant 2 ans dessus et on l'a créé il y a 5 ans. Et donc on a été nous-mêmes rattrapés par une réalité dont on était non pas précurseur ou devin, mais qui était là dans l'air en fait. Et donc quand il y a eu le mouvement MeToo en octobre 2017, le spectacle tournait déjà depuis 3 ans et c'était incroyable d'écho, c'était magnifique. Donc déjà moi je vais juste vous faire un tout petit pitch du spectacle. Dans mon précédent spectacle, je racontais la poésie érotique française de la Renaissance, c'est-à-dire des textes inouïs qui sont arrivés dans ma vie à un moment où j'avais un peu perdu goût au théâtre. Et j'ai découvert ces poésies qui parlent donc du corps, qui parlent d'érotisme, qui parlent de faire l'amour, mais dans une langue extraordinaire, avec une liberté de mots et de tons et d'intelligence géniale, et qui dit aussi,
en tout cas dans les poésies que j'ai choisies, un amour respectueux, un amour aussi où le bon Dieu n'est pas absent. Donc on a un Dieu assez tolérant par rapport à la sexualité, c'est quelque chose. J'ai découvert en même temps ces poèmes et l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire 15e, 16e. Au XVIe siècle, la langue est déjà la nôtre et donc on peut vraiment comprendre ces poèmes. Et on s'aperçoit que c'est pas pour rien peut-être qu'on a autant cherché à l'isoler, à dire que cette période-là est un vieux, c'est du Moyen-Âge, c'est de la préhistoire, n'allez pas trop y voir, c'est compliqué, c'est de l'ancien français. C'est surtout qu'il se dit des choses pas du tout polissées, ils sont dans une joie du corps et de l'esprit réconciliés dans une humanité vraiment entière, quoi, et qui fait l'amour joyeusement. Et donc à partir de ces poèmes-là, j'ai joué un beau jour, je tourne mes spectacles beaucoup en appartement, chez les gens. Et un beau jour, je jouais chez Frédéric Aït-Toiti, qui est donc une femme, qui ensuite, au moment où on mange ensemble, dans les appartements, le principe de ces soirées, c'est qu'on mange ensemble, et elle m'a demandé si j'avais un projet pour après, et je lui ai dit, régulièrement des spectatrices viennent me demander pourquoi je ne cite pas plus de poésie érotique écrite par des femmes dans ce spectacle, et enfin, ça commence à me parler. Je me rends compte qu'effectivement, mon spectacle est bancal, parce qu'avant, je ne m'en rendais pas compte du tout. Ça me paraissait tout à fait normal d'être 1h30 en scène et de n'avoir en bouche que des textes d'hommes. Je ne m'en rendais pas compte qu'il y avait un problème. Parce que les femmes étaient omniprésentes dans leurs textes, parce qu'ils les faisaient parler, j'avais l'impression qu'elles étaient là. Mais effectivement, je n'avais pas de voix de femme qui parlait réellement. Et donc, j'ai dit à Frédéric, je veux partir en quête de ces poésies érotiques écrites par des femmes. Et elle m'a dit, écoute, moi qui suis chercheuse en lettres, j'en connais très très peu et ça m'intéresserait de te suivre et peut-être de te mettre en scène. Et s'en sont suivis 2 années de recherche et d'écriture. Donc le spectacle s'appelle Les Silencieuses. Où sont-elles ces femmes qui semblent se taire sur l'érotisme? Et c'est sous-titré Récit d'un voyage parce qu'en fait, c'est le récit justement d'une transformation intime, personnelle et masculine, d'un homme en tout cas. C'est le récit de ma transformation qu'on a porté sur le théâtre. Et parce que je reviens de loin, parce que justement j'étais totalement inconscient de cette histoire et de pourquoi les femmes ne parlaient pas plus ouvertement de sexualité, en tout cas dans les anthologies de la poésie érotique, c'est flagrant, il y a 95% de textes d'hommes et 5% de textes de femmes. Et c'est pas du tout parce qu'elles n'ont pas d'intérêt à la chose, c'est parce que... Et on est loin d'en être sorti de cette histoire. Si une femme s'approprie son corps, son désir, si elle ose dire avec la même joie, la même fraîcheur que ces messieurs qui se répandent en poèmes érotiques et pornographiques, si elle ose dire simplement « ouais, moi aussi j'adore faire l'amour avec toi », elle s'en prend plein la gueule et on n'est jamais sorti de cette histoire. Et on n'arrive pas encore à en sortir. Je joue régulièrement le spectacle en France dans des lycées, en Suisse dans des collèges ou des gymnases. Et quand je parle aux jeunes de 16-18 ans, ça vous parle, mais mon Dieu, ça leur parle infiniment. Une femme est une prostituée si jamais elle dit ouvertement la même chose que son petit collègue là. Ouais, c'est trop bon, quoi. Enfin, on a un corps, on s'en sert, on explore. Et c'est dingue. Enfin, les termes qui sont apposés tout à coup et enfin, c'est cette division, c'est cette inégalité de traitement a commencé à me parler, en fait, parce que j'ai découvert tous les interdits qui pesaient sur les femmes, dont j'étais mais tellement pas conscient. Et puis j'ai compris petit à petit que, en fait, c'était extraordinaire. Depuis tout petit, en fait, j'ai le droit à toute parole possible en tant qu'homme. C'est pas rien d'avoir une parole qui n'est jamais indécente. C'est-à-dire que quoi que je dise, je ne suis jamais dans l'indécence. Et même si je suis obscène, c'est normal parce que je suis un mec, quoi. Donc je peux sortir des trucs vulgaires et tout, hein, mais c'est pardonné parce que c'est un homme. Et donc j'ai le droit à la parole publique, politique, juridique, religieuse, enfin plein de monopoles. J'ai découvert que c'était des monopoles masculins et qu'on s'en sortait toujours pas. Et que la parole érotique en était une aussi. Elle était aussi un monopole. Et donc ça m'a vraiment fait cheminer, ça a été un long voyage, et raconter ce voyage au théâtre, prendre les spectateurs par la main pour montrer que on n'est pas définitivement le même homme toute sa vie, ou la même femme bien sûr, mais donc je parle depuis mon genre, que je me déplace, que ça me fait bouger, et que ça m'émeut, et que finalement ça a touché en moi des choses que j'avais peu explorées.
si j'essaie de me concentrer sur les stratégies qu'on a mises en œuvre, dans ce spectacle-ci en particulier, donc, je raconte une histoire très intime, mais qui est aussi une histoire littéraire. C'est un voyage en littérature qui m'a permis de faire un voyage en moi-même, et finalement dans l'histoire de l'humain et du masculin à travers les âges. Et donc, on s'est servi comme stratégie de chansons. Je chante des chansons du XVIe siècle à des moments stratégiques du spectacle. J'ai proposé à Frédéric une écriture versifiée. C'est tout à fait abordable, c'est plus une espèce de jazz un peu, ça sonne étrange, mais ça permet d'écouter et de théâtraliser la chose. Et donc le spectateur et la spectatrice qui écoute n'est pas dans une conférence, c'est vraiment théâtral aussi par la langue. Donc ça m'a permis de non pas d'être justement dans un discours qui serait politique, à vous dire voilà ce que j'ai compris, c'est pas ça. J'ai pu jouer grâce à cette écriture-là avec mon propre personnage. J'ai pu mettre du jeu, c'est le principe de mon métier, trouver un petit espace de jeu. Et à partir du moment où je ne suis plus simplement à dire avec la voix de tous les jours, avec le vocabulaire de tous les jours, ce que j'ai vécu, mais à le raconter, et à le raconter avec une forme un peu versifiée, là tout à coup j'ai du jeu entre moi, et je deviens mon propre personnage, et donc ça devient alléchant, intriguant, intéressant. Les chansons, il y avait aussi dans la mise en scène, on a essayé de réfléchir à tous les moyens d'accéder à la parole, et donc à tour de rôle, je vais camper des hommes et des femmes, des hommes misogynes, des hommes philogynes, des femmes misogynes, des femmes philogynes, et on comprend très bien, et c'est donc là Frédéric a fait un travail extraordinaire où j'arrive juste par un micro-mouvement à passer d'un personnage à l'autre ou à revenir à mon fil central, donc ça je l'interprète aussi comme une forme de stratégie d'écriture. Et dans la mise en scène, donc dans la relation à la parole, on a aussi osé le chuchoter, on a osé la voix muette, on a osé le dos au public pour parler, le cri. Voilà, on a essayé de voir tout ce qui pouvait faire silence, tout ce qui pouvait imposer le silence à ces silencieuses, et aussi tous les moyens de s'en libérer. Donc les contournements, Donc ça, c'est une anecdote, c'est au moment où, après les 2 années de travail, Frédéric m'a mis en scène, elle m'a demandé de reprendre le personnage de Louise Labbé. À un moment, je cite, à plusieurs moments du spectacle, je cite des poèmes de Louise Labbé, donc on est en 1555, et au moment où j'allais citer Louise Labbé, je partais sur une voix très aiguë, baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Donc elle m'arrêtait en me disant c'est bizarre cette voix que tu prends, tu es en train de la distancier de toi. Et à chaque fois que je réessayais, baise-moi encore, mais arrête, prends-la dans ton médium, accueille-la. Qu'est-ce que ce serait pour toi, homme, que d'accueillir cette parole, cette voix de femme? Qu'est-ce que ce serait que de la laisser finalement vibrer à travers tes cordes, ici, maintenant, là, à notre époque, pour lui rendre toute sa dimension? Et on s'en fout que tu sois un homme pour citer une femme. C'est juste, c'est une sœur d'humanité. Tu es en train de l'accueillir, de lui offrir cette confiance. À son époque, on l'a peu entendu, on l'a peu écouté. Et ben, on est au XXIe siècle. Ben oui, c'est un homme que tu es, et c'est un homme qui va lui laisser sa place. Et qui va, la laisser entrer en lui. Ce qui n'est pas rien, d'un point de vue érotique aussi. Et là, ça a été tout un cheminement, pas facile au début. Effectivement, je la distanciais et elle distanciait de moi. Et à un moment, elle est arrivée. J'ai fait place, je l'ai portée dans mon ventre. Et c'est magique. Tout à coup, ça a fait comme si je me dilatais. Ça a été... j'ai pris conscience, parce que ce poème est extraordinaire de langueur et de désir. Baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai 4 plus chauds que braise. En disant ces mots-là et en les accueillant dans mon médium, je me suis rendu compte que j'étais en train de parler aussi bien de mon propre désir d'homme, qui a été vu et revu, c'est un désir irrépressible, etc. Tous les poncifs sur mon désir a plus de valeur que le vôtre, et j'ai plus de désir que vous. Et là, tout à coup, je me suis rendu compte que non, elle était en train de dire
avec les moyens qu'on lui laissait, un désir qui était totalement aussi vertigineux et fort et haut et puissant que le mien. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait les femmes ont autant de désirs que moi, mais elles n'ont pas eu le droit de l'exprimer pendant si longtemps que il faut que j'ouvre mes oreilles à la façon qu'elles ont de le dire. Et puis petit à petit, maintenant au XXIe siècle, elles libèrent cette parole. Et en fait, ça m'a fait un bien fou de m'apercevoir que j'étais pas le seul à avoir du désir. Je trouve que c'est très très rassurant. Je sais qu'il y a des hommes à qui ça fait peur, et peut-être à d'autres périodes de ma vie ça m'aurait fait peur. Une femme qui a du désir, oh là là, un truc, une hydre, tous les images horribles de la femme serpent qui va me sauter dessus et me manger, me dévorer et m'émasculer. Mais là, pas du tout. Elle a envie de moi, c'est juste sublime. Et je peux tout à coup devenir un objet de sa gourmandise, puisqu'elle a été, ou elles ont été, l'objet de la gourmandise des hommes, et ils se sont répandus en texte pour dire ça. Et là, c'est génial. Donc, si je suis objet de gourmandise, je peux être une muse à mon tour. Et là, ça change la face du monde. C'est une révolution absolue. Je peux être désiré et être fier d'être désiré et me taire et lui laisser la parole pour dire combien elle aimerait, elle aussi, me goûter, me profiter de cette connivence-là. C'est juste... je trouve ça détend même une certaine pression. En tant que petit garçon, je pensais que c'était à moi d'aborder les filles, ça se ferait jamais si je ne prenais pas l'initiative, parce que c'était à moi d'être actif, etc. C'était vraiment pesant. Mais en fait, si on gomme le stéréotype, l'assignation du c'est à toi de, et si on laisse aussi l'autre dans sa puissance de désirer, ça calme les tensions. J'ai pas tout à faire, tout à gérer. Je peux aussi me mettre en retrait et accueillir. C'est la question absolue qu'on s'est posée avec Frédéric. Je me rappelle vraiment être venu la voir en lui disant « mais je trouve tellement de textes d'hommes qui monopolisent la parole à la place des femmes pour raconter la femme, pour dire comment elle est, comment... » Donc en plus, c'est la femme avec un grand F. Elles sont toutes les mêmes. Donc en comprenant une, je les aurais toutes comprises. C'est vraiment l'idée qui se transmet à travers les siècles. Nous avons la chance d'être multiples et universels. Et vous, finalement, une fois gommé le peu de différences que vous avez les unes avec les autres, vous ne seriez que la femme. C'est un truc de dingue. Et donc, je venais voir Frédéric en me disant, je ne trouve tellement de centaines de textes qui expliquent la femme, que si moi je viens pendant encore plus d'une heure monopoliser la parole, porter seul une parole d'homme sur ma prise de conscience, c'est insupportable. Je vais encore raconter la condition féminine, comme si j'avais inventé l'eau chaude. Et elle m'a dit non. Le travail maintenant que tu vas entamer, ça va être non pas de nous raconter effectivement les femmes et l'histoire des femmes, parce que je la connais et qu'on la connaît, en tout cas les femmes la connaissent. Ça va être de nous raconter et de prendre en charge cette parole d'un homme qui, doucement, laisse tomber un peu ses oripeaux de mec et prend conscience, qui travaille sur lui. J'ai envie d'entendre un homme, parce que j'ai plein de copains qui sont en travail sur eux, mais ils ne le disent pas. Ils ont une facilité, un accès à toutes les paroles possibles, les paroles d'autorité possibles. Mais cette parole-là, cette parole intime du travail, comment eux, ils évoluent, comment ils changent, comment ils se sensibilisent, comment ils s'émotionnent, comment ils sont plus vulnérables, ça, je ne l'entends pas. Ce que ma compagne et ce que Frédéric m'ont témoigné, c'est l'homme que tu es en train de devenir est un homme. Tu n'es pas en train de t'efféminer parce que tu prends conscience. C'est-à-dire que tu peux vraiment nous raconter cette histoire-là, et ce n'est pas l'histoire d'un homme qui deviendrait moins homme, parce que c'est vraiment la terreur actuelle. On n'arrête pas de nous rebassiner en France. On a des messieurs célèbres qui prennent la parole pour dire « Attention, l'homme blanc hétérosexuel est en voie d'extermination. »
drôle de peur. Il est en train d'évoluer aussi, il est en train de s'ouvrir, il est en train d'éclore. Donc il n'est pas à l'endroit traditionnel de « je suis un ponte, j'ai une parole d'autorité, je parle fort, et quoi que vous disiez, ma parole portera plus que la vôtre ». Il est l'homme, je ne peux pas parler au nom de l'homme, je peux parler en tout cas au nom de l'homme que je suis en train de continuer à devenir, et je vois de plus en plus de camarades, hommes autour de moi qui témoignent de ce même parcours. Il est en train de s'apercevoir que sous la cuirasse, sous l'habit, une fois tombé l'habit, cette peau-là est une peau d'homme et elle est sensible. Et on peut se laisser toucher par cette histoire qui a été horrible. Aussi, on peut assumer les choses crades qu'on a faites, que ce soit justement dans la misogynie, que ce soit aussi dans notre désir absolu de conquête et de colonisation. On peut assumer que dans notre rapport de domination, on a fait des choses horribles. Et le fait de reconnaître cette histoire, et de la parler, et de l'amener à la conscience, ne nous rend pas faibles, au contraire. Elle ancre notre force à un autre endroit. Donc on est beaucoup plus enraciné qu'avant. Et je trouve que, d'un point de vue viril, au nom de la virilité traditionnelle, je réfléchis pas mal sur la virilité en ce moment, et dans un premier temps, j'avais l'impression que cette histoire-là, le fait de raconter ce parcours, allait me déviriliser, et que j'allais m'en prendre plein la gueule de la part des hommes. Eh ben, ils sont en train de me détromper. J'ai des beaux témoignages d'hommes, j'ai des hommes en larmes après le spectacle, j'ai des jeunes hommes en larmes après le spectacle, de 17-18 ans, qui disent « je me suis pris une gifle, waouh, cette histoire est la mienne, et j'en avais pas conscience ». Et ce sont des hommes. Ils ont le courage, je crois que, puisqu'on a posé le courage comme une vertu masculine, quand on regarde le courage des femmes, on pourrait vraiment réinterroger cette notion soi-disant masculine de courage. Quel a été notre courage de monopoliser systématiquement et de conserver des acquis, des prérogatives, des monopoles, et on avait 60 millions d'hommes derrière nous qui disaient la même chose, et donc c'est pas franchement du courage, on est juste en train de répéter ce qui a été dit et redit, on est juste dans une espèce d'abêtissement, ça n'a rien de courageux pour moi. Mais la virilité qu'on est en train peut-être, que j'appelle de mes voeux, et qui est peut-être en train d'affleurer dans notre monde, c'est une virilité plus sensible, plus ouverte, plus ancrée, plus axée, plus à l'écoute,